Merci beaucoup, Emilio. Super belle présentation, en fait. Je suis super content de venir présenter avec vous aujourd'hui, d'avoir cette opportunité-là, en fait, de vous présenter un peu notre parcours, finalement. Un peu comme Emilio il a dit, en fait, moi, ma présentation aujourd'hui est plus entrepreneuriale. Donc, mon but, c'est de plus vous présenter un peu notre parcours, vous partager c'est quoi comme nos bons coups, nos mauvais coups finalement. Ou bien même, en fait, si je suis capable d'en craquer un peu quelques-uns ici, à partir même de leur propre start-up, ça va être un bel objectif pour moi finalement. Mon sujet, en fait, c'est l'ère de la créativité. Parce que aujourd'hui, en fait, on réalise que l'information, en fait, avec Internet, l'information est accessible par tout le monde maintenant. Et ce qui va différencier les gens, ce qui va différencier les entreprises, finalement, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là. Imaginez, par exemple, il y a plusieurs offres d'emploi sur le marché qui sont disponibles sur Internet, tout le monde a le droit à les voir. Il y en a qui, par exemple, ils pourraient commencer à les analyser manuellement, chacun de leur bord. Il y en a qui vont partir des entreprises autour, ils vont se faire des produits, qui vont aller chercher toutes ces offres d'emploi-là, ils vont toutes les analyser, ils vont toutes pouvoir regarder finalement les tendances sur le marché, le faire de façon automatique. Donc, mais au final, ça reste que tout le monde a accès aux mêmes offres d'emploi et ce qui va différencier, c'est qu'est-ce qu'on fait finalement avec la même information. Donc, pour commencer, en fait, c'est qui le bonhomme qui parle en avant? Je m'appelle Alexandre Walsh. En fait, j'ai probablement le même parcours que la majorité d'entre vous. J'ai un deck-bac en informatique que j'ai terminé à l'Université Laval. À l'Université Laval, il y avait... en fait, j'étais exactement à votre place environ il y a 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai fini l'université. Et à l'Université Laval, en fait, il y a un profil entrepreneurial. C'est pendant ce profil-là qu'on a démarré Nexap. Et je viens d'une famille, je vais dire, quand même modeste, parce que la majorité des gens dans ma famille, finalement, c'est des fonctionnaires. Donc, c'est des gens qui vont rechercher la stabilité. Donc, quand je leur ai dit qu'à 21 ans, en 2014, que je me lançais en affaires, je vous le dis que mon père me regardait les yeux quand même assez ronds. Et tout le monde était finalement sceptique en me regardant. Sinon, en fait, on a démarré Nexap en 2014. Nexap, rapidement, c'est une entreprise de service. On fait du développement logiciel sur mesure pour d'autres entreprises, finalement. Nos lignes d'affaires, c'est on fait du co-développement avec d'autres entreprises ou bien on fait des services clés en main. Sinon, StatStudio, on s'est associé avec cette entreprise-là en 2016. StatStudio, j'en parlais plus tard tantôt, finalement, mais rapidement, en fait, c'est une entreprise où on offre des statistiques en temps réel pour l'industrie de la radio, donc autant pour les stations de radio que pour les annonceurs. Avec les statistiques, en fait, on est capable de bâtir avec ça finalement des outils de vente. On est capable de mesurer la performance des campagnes puis d'aider les stations de radio à se battre contre les géants comme les Google puis les Facebook de ce monde. Donc aujourd'hui, j'ai 26 ans. Ces deux entreprises-là, c'est un peu comme mes deux bébés, mais honnêtement, ça sera clairement pas les derniers finalement. En fait, je voulais commencer en parlant un peu de c'est quoi l'entrepreneurship, pas en règle générale, mais comment que moi je le vois. Et moi, toute ma vie, j'ai pensé, ou j'avais l'impression qu'avant, un entrepreneur, quand on pensait à un entrepreneur, moi, je voyais souvent un homme d'affaires en complet, un gars, quelqu'un, là, il va avoir sa cravate, avec sa valise, ça parle fort, ça met le poing sur la table, ça parle d'argent. Mais quand on y repense, finalement, je trouve qu'un entrepreneur, en fait, on peut regarder un peu cela en haut. C'est quelqu'un, en fait, qui est juste clairement passionné par ce qu'il fait puis qui est capable de produire de la valeur pour les autres personnes. Et quand on regarde la majorité des entrepreneurs, c'est des gens qui vont continuellement apprendre, mais c'est des gens qui vont tout le temps s'entourer, finalement, pour réussir leur projet. Et quand on regarde les entrepreneurs qu'on voyait précédemment, en fait, le point commun qu'ils ont pour la majorité d'entre eux, c'est qu'ils ont commencé jeunes, finalement. Et c'est là qu'il y a un concept qu'on croit beaucoup chez nous, qui est que finalement, le talent n'a pas d'âge. Et c'est un concept qu'on croit beaucoup. Avant de démarrer Nexap, on se dit, en fait, quand j'en parlais avec mes associés d'aujourd'hui, ce qu'on se disait, c'est qu'on devait attendre d'aller chercher 5 ans sur le marché du travail, qu'il fallait aller chercher comme 5 ans d'expérience avant de se lancer en affaires. Mais si on met les choses en perspective, en fait, on démarrait Nexap cette année. Finalement, après ça, on se demandait, mais pourquoi on irait chercher de l'expérience? Pourquoi on attendrait 5 ans pour aller chercher de l'expérience? Parce que ce qui arrive, c'est que souvent, l'expérience qu'on va chercher dans l'entreprise, la majorité du temps, dans le fond, elle va être spécifique pour cette entreprise-là. Par exemple, moi, j'ai fait un stage dans l'entreprise il y avait un logiciel ERP. Je connaissais la business sur le bout de mes doigts, je connaissais le logiciel sur le bout de mes doigts également. Et qu'après ça, je suis allé faire un stage dans l'entreprise de Big Data. Il n'y avait rien que je pouvais reprendre de la première business
dans la deuxième. Donc, j'avais l'impression de repartir de zéro. Donc, l'expérience que je suis allé chercher n'était pas si pertinente que ça. Elle était vraiment pertinente, mais elle ne m'a pas aidé pour mon deuxième stage, finalement. Après ça, on a continué à regarder d'autres statistiques qui nous intéressaient. En fait, sur cette slide-là, on voit l'âge médian en fait des employés dans les entreprises techno. Les entreprises ici, c'est surtout des entreprises en fait des grandes entreprises qui sont connues, mais honnêtement, la tendance est la même pour à peu près la majorité des entreprises, même ici au Québec. Et on réalise qu'on peut dire qu'environ l'âge médian finalement est autour de 30 ans à peu près. Puis, en fait, c'est impressionnant de savoir que ces entreprises-là, finalement, ils vont mettre 50% de leur masse salariale dans des jeunes qui ont moins de 30 ans. On s'entend que ces entreprises-là, finalement, ils ont des super de beaux projets, ils ont des projets qui sont ambitieux, et on s'entend qu'ils veulent réussir, et puis ils veulent aller chercher les meilleurs. Mais moi, par le passé, je me disais que finalement, les meilleurs, on se dit, ça va être du monde qui ont de l'expérience, ça va être, mettons, des seniors sur le marché, ils ont beaucoup d'expérience. Donc, il faudrait aller chercher ces gens-là. Mais quand on regarde les statistiques, c'est pas l'impression que ça me donne. Donc, ça m'amène en fait à vous parler, c'est quoi finalement la différence entre un senior et un junior? On les voit les offres d'emploi sur le marché. Moi, il me faut un senior chez nous ou il me faut un junior, par exemple. Fait c'est quoi finalement de l'expérience? Donc, on va mettre les choses en perspective. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Imaginez qu'on a deux candidats. Les deux, on va dire qu'ils ont 10 ans d'expérience. Mais par contre, il y en a un qui est dans l'entreprise où ils font 35 heures semaine, puis l'autre candidat, il est dans l'entreprise puis il ne compte pas vraiment les heures. Il peut faire du 40, 50, 60 heures. Après un an, il y en a un qui va avoir 1700 heures, l'autre va en avoir fait environ 2500 possiblement. Mais après 10 ans, on parle qu'il y a un gap de 17 000 heures versus 25 000 heures. Donc, il y a quand même un bon gap. Mais au final, les deux, ils ont 10 ans d'expérience. Donc, si on regarde juste cette métrique-là, on n'est pas capable de différencier ce gap-là. Mais on va pousser encore plus loin, en fait. Imaginez les deux mêmes candidats après 10 ans. Est-ce que c'est la même chose de faire un an d'expérience dans 10 compagnies différentes ou c'est mieux de faire 10 ans dans la même compagnie? Encore une fois, si on regarde juste les 10 années d'expérience, on n'est pas capable de déceler la différence entre les deux. Puis on va pousser encore plus loin, en fait. La même année que vous faites dans l'entreprise, imaginez que c'est pas la même chose, en fait, si vous la faites dans l'entreprise, que si vous êtes dans une équipe qui est hautement talentueuse versus une équipe de dinosaures, si je peux dire. Par exemple, si vous faites un an chez Google, en fait, là, c'est clairement, c'est pas la même chose que si vous faites un an chez une entreprise, mettons, informatique Tijan. Clairement, c'est pas la même expérience. Mais finalement, c'est pas l'expérience en soi qui est importante ou le nombre d'années d'expérience qui est important. Quand on y repense, c'est toutes les connaissances que vous avez acquises avec le temps. C'est toutes les connaissances que vous êtes capable d'appliquer au jour le jour, finalement. Et quand on y repense bien, le développement logiciel, c'est une industrie qui est créative, finalement. Donc, ce qui est important dans le développement logiciel, c'est toute la connaissance qu'on est capable d'aller chercher. Quand vous comparez les business, à savoir lesquels qui ont du succès versus ces business qu'eux, ils vont plus stagner ou même qu'il y en a qui vont régresser. Pourquoi il y a des entreprises, finalement, qui vont réussir à avoir du succès? La majorité du temps, dans le fond, c'est l'équipe exécutive en arrière qui ont su bien s'entourer ou, en fait, qui sont tout le temps en train de chercher beaucoup de connaissances et qui sont capables de tout le temps prendre les bonnes décisions parce qu'ils ont eu cette connaissance-là. Donc, finalement, un peu comme Warren Buffett, j'ai une citation que j'aime bien. En fait, l'idée, c'est qu'il faut apprendre. Donc, plus que vous allez apprendre, vous allez dans la meilleure la position que vous allez réussir à vous mettre. Et plus que vous allez apprendre, plus que vous allez apprendre facilement, finalement. Et ce concept-là, je ne l'invente pas. Il y a des études qui le montrent. C'est le modèle de Dreyfus qui explique ce concept-là. Dreyfus, ce qu'il explique, c'est que pour lui, tout dans la vie est une compétence. Donc, imaginez, mettons, coder, c'est une compétence en soi. Faire du basic, c'est une compétence. Ou bien parler devant un groupe, par exemple, c'est une compétence. Et Dreyfus, il dit que chaque compétence a un niveau et il propose 5 niveaux. Donc, pour lui, ça n'existe pas quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'intelligent, en fait, ça se traduit par c'est quelqu'un qui va exceller dans plusieurs compétences, finalement. Et imaginons un peu rapidement un gars, on va dire, qui s'appelle Mike, qui apprend à jouer de la guitare. Un Mike, au niveau novice,
Au niveau de novice, là, c'est quelqu'un en fait qui a besoin d'une recette pour réussir ce qu'il veut faire. T'sais, imaginez, en fait, dans le cas de Mike, il veut jouer de la guitare, il va à un professeur qui va lui dire écoute, Mike, mets tes doigts à telle place, ça va faire tel accord, tu vas gratter ses cordes, ça va faire de la musique. Puis il est comme wouhou, je suis capable de jouer Wonderwall. Puis il est bien content avec ça. Mettons le même Mike, quand il est rendu débutant avancé, en fait, un débutant avancé, c'est quelqu'un qui est capable, il va rentrer, il va lire des livres par lui-même, il va aller voir des tutoriels, il est capable d'apprendre par lui-même finalement, mais Mike, il ne sera pas capable de distinguer c'est quoi la bonne information versus de la mauvaise information. Pour faire un parallèle avec les développeurs, par exemple, quand vous allez sur Stack Overflow, puis le thread, il vous dit, mettez pas ce code-là en production, puis vous faites copy and paste dans votre code, c'est ça, dans le fond, finalement, de distinguer de la mauvaise information. Quelqu'un de compétent, en fait, un Mike qui devient compétent, il suit encore sa première école de pensée, il va tout diriger, dans le fond, c'est sa façon de faire, il va suivre l'école de pensée comme si c'était son modèle théorique, il va encore suivre ces guidelines-là. À ce niveau-là, on est capable de savoir finalement c'est quoi la bonne information versus la moins bonne. Quand on devient proficient, en fait, c'est qu'on est capable on a vu plusieurs écoles de pensée. Et on est capable de former finalement notre propre école de pensée et on commence à plus suivre notre intuition. Par exemple, à ce niveau-là, un mec qui joue de la guitare, il va être capable d'entendre une tune une fois, il va être capable de la rejouer à la guitare après seulement une fois finalement. Et il y a le niveau expert, il y a très peu de gens dans la population qui réussissent à se rendre à ce niveau-là, un très faible pourcentage finalement. C'est des gens en fait qui suivent jamais les écoles de pensée, sont tout le temps en train de briser des règles, sont tout le temps en train d'expérimenter des nouvelles façons de faire. C'est les personnes finalement qui vont innover dans l'industrie et ils vont être seulement guidés par leur intuition. Et mettons, un mec au niveau expert, c'est le genre de personne qui peut regarder une partition, il va la jouer, la tune parfaitement, il ne l'a même pas encore entendu encore. Là. Donc, c'est des gens qui sont très expérimentés. Donc, quand on était à la fin de l'université, on s'est dit, on n'ira pas chercher de l'expérience, on va aller acquérir de la connaissance à la place. Donc, on s'est dit, on va faire le grand saut, on finit l'université, on démarre Nexap, on n'attendra pas 5 ans. Donc, on avait 21 ans à ce moment-là. Mon collègue avait des cheveux à n'en plus finir et moi, j'avais encore la misère à me faire pousser une barbe. Et c'était les belles années, finalement. Et quand on a démarré Nexap, initialement, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était un app pour les restaurants. On avait une espèce de solution cool pour les aider à vendre plus d'alcool, à mieux vendre leur menu. Et l'histoire nous dit aujourd'hui qu'on s'est solidement planté. Donc, en fait, on n'est pas allé de l'avant avec cette idée-là. Donc, on a pivoté, en fait, sur qu'est-ce qu'on voulait faire. Et nous, quand on était à l'université, il y avait un cours de qualité logicielle et on tripait, en fait, sur la qualité logicielle. Tout ce qui est des tests automatisés, l'architecture évolutive, principes solides, bref, toutes les bonnes pratiques, finalement. Et on se disait, on veut vendre la qualité logicielle. C'est ça qu'on veut faire. On va vendre nos services pour vendre la qualité logicielle. Donc, on a commencé à en parler avec tout le monde dans notre entourage, avec des professeurs, et premièrement, ils nous disaient qu'on était quand même dans le champ, parce que finalement, ils nous disaient, les gars, vendre la qualité logicielle, la réalité va vous rattraper. Je ne vous dis pas que c'est impossible, mais les clients, ce qu'ils veulent, c'est pas de la qualité logicielle, ils s'en foutent des tests. Les clients, ce qu'ils veulent, c'est que vous livrez à temps et d'un budget. Faites, concentrez-vous là-dessus, puis ça va bien aller. Fait que après que tout le monde nous a dit que c'était impossible, on s'est dit, on va le faire pareil. Fait que de fil en aiguille, on a réussi à avoir notre premier mandat. Le premier mandat, rapidement, en fait, c'était notre mandat le plus complexe qu'on a eu dans Nexap, finalement. C'était dans le monde des orthèses. On partait d'un scan d'un pied et on était capable de tout tracer le contour de l'orthèse avec plusieurs formules mathématiques. C'est un gars qui a fait un doctorat et qui a créé une nouvelle façon de faire des orthèses. Donc, il a fallu comme tout traduire ce qui se passait dans la tête de ce gars-là. Une espèce de scientifique qu'on apprécie très bien. Et qu'il fallait traduire ce qui se passait dans sa tête. Et on était en partnership avec une compagnie en robotique industrielle. Donc, une fois qu'on avait le contour de l'orthèse, c'était un modèle 3D, on lançait ça au robot, puis le robot, finalement, découpait l'orthèse, puis il donnait ça au client. Donc, c'était assez... on tripait vraiment gros sur ce projet-là. Mais ce que je veux vous partager, en fait, de cette histoire-là, c'est ce qui est arrivé, c'était notre premier mandat. Donc, on était vraiment craqués à faire ce mandat-là. On est comme, wouhou, enfin, on commence. Et ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est mis les 3 all-in sur ce projet-là. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est un peu ça. C'est que finalement, on s'est tellement concentré à juste faire le mandat
qu'on a eu, on a eu aucun focus sur notre développement d'affaires. Et donc, c'est une chose qu'il faut tout le temps penser malgré tout, même si on veut, surtout quand on se lance en service finalement, il faut toujours prévoir le futur, il faut toujours aller faire du réseautage, il faut toujours, dans le fond, aller rencontrer de nouvelles personnes. Et en fait, ce qui est arrivé dans ce client-là, c'est que c'est la première fois, en fait, dans notre vie, en fait, c'est la première fois à ce moment-là qu'on se faisait dire qu'on livrait trop vite, étant donné qu'on était all-in sur ce projet-là. Donc, le client nous a mis en stand-by parce qu'il n'avait même pas le temps de processer, dans le fond, c'était quoi les prochaines étapes dans son projet. Et c'était beaucoup d'essais-erreurs dans son projet. Donc, puis évidemment, ces affaires-là, ça arrive tout le temps pendant l'été, c'est-à-dire que quand tout le monde est en vacances, fait que trouver d'autres mandats, c'est vraiment difficile. Donc, c'est un été que j'ai appris à jouer au tennis. Mais plus sérieusement, en fait, on en a profité en fait pour revoir notre image, revoir un peu notre modèle d'affaires et comment on va convaincre des gens. Et on a poussé un peu notre réflexion et comment convaincre des gens. Le développement d'affaires en soi, ça repose beaucoup sur votre réputation au final. Donc, puis votre réputation finalement, on peut le traduire d'une façon en disant que c'est la qualité des produits que vous allez livrer. C'est votre capacité à épater vos clients ou à épater votre équipe ou avec les gens que vous allez être dedans. Et pour réussir à épater le monde autour de vous, nécessairement, il faut aimer ce qu'on fait. Il faut être passionné par ça. Je dirais même qu'il faut être sur le bord d'être obsédé si vous voulez vraiment être des meilleurs. Mais essentiellement, il faut vraiment être passionné par ce concept-là. Donc, on a continué, on a parlé avec beaucoup de gens. On a commencé à changer un peu notre mindset. C'est à peu près en 2015, de mémoire, on a engagé notre premier employé. En 2015, c'est aussi une année où on a fait beaucoup d'acquisition de clients, finalement. Ce qu'on a fait aussi pour nous donner un effet de levier quand on démarre, parce que quand on démarre, on n'a pas un portfolio. Et c'est vraiment difficile, finalement, de dire, ben, tu peux me faire confiance, mais j'ai rien fait encore. Donc, des fois, on n'a pas toujours de comparaison. Ce qu'on a fait, par contre, c'est qu'on est allé voir des plus petites entreprises où il y a beaucoup de start-up avec qui on a fait affaire. Ça nous a donné finalement un effet de levier. Donc, ça nous a permis de bâtir un portfolio. Et à ce moment-là, on était environ dans notre deuxième année. On n'avait pas encore de bureau, là. On travaillait tout le temps dans les bureaux de nos clients. Et malgré ça, on avait quand même assez de jobs, mais trop pour les trois. Donc, il fallait qu'on commence à engager quand même. Mais c'était quand même, je me souviens encore quand je parlais avec notre premier employé, que je disais, ben pour vrai, il faut qu'on travaille ensemble, mais on n'a pas de bureau. Fait que là, à la limite, viens travailler dans mon appart chez nous, mais en tout cas, on verra qu'est-ce qu'on fait. Bref, c'était quand même cocasse comme moment, mais finalement, on a quand même travaillé ensemble et c'était bien le fun. Et finalement, en fait, un autre point que je veux vous partager, une autre façon d'acquérir des clients, ce qu'on a réalisé, c'est que de faire affaire avec d'autres business, de faire affaire avec d'autres genres d'entreprises, c'est pas une dépense en soi, c'est pas tout le temps une dépense en soi. Des fois, c'est des opportunités d'affaires. En fait, nous, ce qu'on a fait ensuite, c'est qu'on est allé dans un espace de coworking. Donc, comme vous pouvez voir, à ce moment-là, on était rendu 5 environ. On partageait le même cubicule, on était les 5 ensemble. Donc, en fait, premièrement, ça nous donnait une espèce de sentiment de progression parce qu'on travaillait encore dans nos appartements puis chez nos clients, donc c'était pas l'idéal. Nous, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait affaire avec un recruteur. Essentiellement, vu qu'on commençait à engager, on voulait structurer un peu comment on fonctionnait. Quand ta première entrevue n'est jamais la meilleure, finalement. Et en travaillant avec ce recruteur-là, de fil en aiguille, il nous a mis en contact, on a été en relation finalement avec l'entreprise Petal MD et qu'on s'est servi comme effet de levier. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le cas de Petal MD? Au final, en fait, on a gagné le mandat. Mais avant de rencontrer Petal MD, les discussions qu'on avait avec mes associés, on se demandait, est-ce qu'on essaie d'avoir de l'air big shot? Nous, on est une entreprise, puis on est gros. D'essayer de paraître gros. Des fois, c'est une inquiétude qu'on a quand on démarre. On veut toujours être meilleur que les autres, donc on veut avoir une belle apparence. Finalement, on a retourné de bord. On a complètement changé notre thinking, et on a dit on va juste faire preuve de transparence. On est arrivé là-bas avec beaucoup d'humilité, puis on a dit ben écoute, nous, honnêtement, on est 5, on travaille dans un cubicule. Chez nous, il n'y en a pas de CTO, il n'y a pas de CEO, on est juste une gang de tripeux. Donc, puis on sait comment régler votre problème, on l'a déjà réglé par le passé. Donc,
On le sait que Padalamide sont allés voir plusieurs autres firmes à Québec et finalement, malgré le fait, à ce moment-là, on était encore jeunes. Là. Donc, c'est quand même avec nous qui ont décidé de faire affaire. Et ce que je voulais partager finalement, c'est que même si on est jeune, on est capable de travailler avec des compagnies, on est capable de leur inspirer confiance. Et la façon de leur inspirer confiance, finalement, c'est qu'on leur a montré qu'on en connaissait beaucoup et qu'on était capable de régler leurs problèmes finalement. C'est à peu près dans les mêmes temps qu'on a fait notre rencontre avec les gars de Stats Radio. Les gars sont venus nous voir en 2016 environ. Ils sont venus nous voir avec un prototype qui a été fait avec WordPress. Là. Donc, c'était quand même, c'était vraiment un prototype. Et ça nous a confirmé un peu que le problème existait sur le marché. Je vais vous l'expliquer rapidement. Mais juste avant, en fait, avant que nous, on s'associe avec Stats Radio, on n'a pas dit oui la première journée. Ça nous a pris un bon 2 semaines parce que les gars nous expliquaient que dans l'industrie de la radio, finalement, ça fait 75 ans que ça marche comme ça. Et les statistiques, ça n'existe pas les statistiques en temps réel dans le monde de la radio. C'est les sondages qui sortent aux 6 mois. Donc, quand vous voulez faire de la pub dans la radio, puis là, tu leur demandes, il y a combien de personnes qui vont m'écouter? Mais ils vont tout le temps te référer au dernier sondage. Donc, quand ils sont venus nous voir avec cette problématique-là, on n'y croyait pas tant que ça initialement. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à chercher les compétiteurs, finalement. Et après 2 semaines, on s'est rendu compte que, premièrement, il n'y avait même pas de compétiteurs. Donc, on continue encore nos recherches. On a commencé à appeler des stations de radio puis on faisait semblant de dire, nous, on veut mettre de la pub. Donc, comment que ça se passe? Puis là, on leur disait, mais écoute, moi, je viens de mettre de la pub sur Google, je viens de mettre de la pub sur Facebook, puis je le sais environ mon retour sur investissement. Si je mets de la pub chez vous, comment que ça va se passer? Puis le gars, il nous dit, ben, tu regarderas si tes ventes augmentent. Ben, ben, OK, cool. Non, en fait, là, la lumière s'est allumée dans notre tête. On a dit, OK, clairement, il y a une grosse problématique. À ce moment-là, on ne connaissait pas encore l'ampleur du problème. Donc, malgré tout, on a commencé à aller de l'avant. Rapidement, en fait, les médias ont commencé à nous identifier comme une espèce de combat David contre Goliath. Là. Et je vous laisse deviner c'était qui David dans cette histoire-là. Mais sans niaiser, malgré que cette image-là, on était parfaitement à l'aise dans cette position-là. Parce que, premièrement, on le savait qu'il n'y avait pas de compétiteurs encore à ce moment-là. Et on le savait que notre produit répondait parfaitement à la problématique. Et ce qui est arrivé, finalement, c'est qu'après 1 an, quand on a commencé à utiliser le produit, on a acquis environ 20% du marché québécois. Là. Donc, naturellement, toutes les stations de radio ont convergé vers notre solution. Donc, ça a juste comme prouvé, en fait, qu'est-ce qu'on croyait initialement, qu'il y avait réellement un problème sur le marché. Maintenant, en fait, dans Stats Radio, on a pris une bonne partie du marché québécois, mais finalement, en fait, nos objectifs cette année, c'est de prendre le reste du marché canadien. Et même qu'en 2019-2020 environ, en fait, la prochaine étape, c'est qu'on veut déjà attaquer les États-Unis, on veut déjà aller en Europe. On est comme déjà pour parler avec des représentants et des groupes. Et on réalise que le problème, la radio qu'on vivait au Québec, en fait, il n'est pas juste au Québec, il n'est pas juste nord-américain, c'est un problème qui est mondial. Donc, c'est une opportunité qu'on a, en fait, aujourd'hui, de bâtir une entreprise globale. Donc, chez Stats Radio, en fait, dans notre équipe, c'est pas vraiment un défi qui manque ces temps-ci. Sinon, même au niveau de Nexap, en fait, notre croissance a évolué. Une chose qu'on a faite, c'est qu'on a trouvé une expertise, parce qu'initialement, en fait, on se voyait, on était des développeurs et on se considérait encore généraliste. La façon qu'on a réussi à avoir plus de clients, c'est en trouvant notre niche. Et la niche qu'on a trouvée, c'est particulièrement dans le mobile. En fait, c'est quand Facebook ils ont mis open source leur framework qui est de React Native. En fait, React Native, c'est un framework pour faire des applications mobiles. Aujourd'hui, c'est utilisé par vraiment beaucoup de grandes compagnies. Là. Mettons des Walmart, Uber, Tesla, Pinterest, Skype. C'est toutes des compagnies qui utilisent React Native. Évidemment, il y a Facebook et Instagram. Il y a aussi Nexap, que j'ai entendu parler, qui utilise ça, une grande compagnie. Somme toute, en fait, en apprenant cette techno-là, ça nous a ramené beaucoup d'opportunités d'affaires, en fait. Quand on démarre en entreprise, en fait, d'avoir une niche, c'est une excellente façon, finalement, d'aller chercher des clients ou de démarrer notre entreprise. Rapidement, en fait, ça nous a permis d'acquérir plusieurs clients qui sont eux-mêmes, en fait, leaders dans leur propre marché ou dans leur industrie au final. Une autre question qu'on a quand on se démarre en affaires, c'est est-ce qu'on prend un bureau?
Nous, dans Nexap, ça a pris 2 ans avant d'avoir nos propres bureaux, et même qu'au début, c'est un espace de coworking, si on se rappelle. Aujourd'hui, en fait, quand toute l'équipe est là, on est rendu 25. On le voit en haut à droite. Donc, bien évidemment, pour nous, aujourd'hui, c'est plus une question. On doit avoir un bureau là, si on veut réunir toute l'équipe. Mais la règle, en fait, pas la règle d'affaires, mais la règle de pouce que je veux vous partager, c'est que avant de prendre des bureaux, en fait, nous, notre règle du pouce, et ce qu'on entend des entrepreneurs dans notre entourage, c'est que prendre des bureaux, ça doit être environ moins de 7 de votre chiffre d'affaires. Donc, ça peut donner, en fait, une idée de quand est-ce qu'on en prend, ou après ça, est-ce qu'on prend des grands bureaux ou non. C'est une règle du pouce qui s'applique super bien. À force d'avoir des employés, naturellement, en tant qu'employeur maintenant qu'on est rendu 25 dans l'équipe, une des préoccupations qu'on a, c'est comment mettre l'emphase sur la carrière de tout ce beau monde-là, finalement. On veut être sûr que nos employés connaissent une belle carrière. Et quand on est développeur, en fait, on ne se le cachera pas, on a beaucoup d'opportunités, beaucoup plus que dans les autres industries, selon moi. Et maintenant qu'on a beaucoup d'opportunités, il faut savoir, finalement, lesquelles opportunités qu'on veut saisir, avec qui qu'on veut travailler ou juste pour quelle compagnie qu'on veut travailler. Donc, il y a des façons de savoir ça. Mais avant de démarrer, en fait, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est que vous ne devriez jamais travailler pour l'argent. Le meilleur investissement, ça va toujours être vous-même. Et ceux qui cherchent, surtout dans leur vingtaine, ceux qui cherchent à avoir le meilleur salaire dans leur, à chercher à avoir le meilleur salaire, c'est souvent des personnes qui ont une vision très court terme de leur carrière au final. Quand on est dans le développement logiciel, comme je vous disais tantôt, c'est une industrie qui est créative. Donc, c'est la connaissance qui prime avant tout. C'est la connaissance qui va vous permettre, en fait, de vous mettre dans les meilleures positions, qui va vous permettre, en fait, de connaître plus de succès ou d'être récompensé si vous êtes dans un projet qui marche. Et la réalité, en fait, c'est que l'argent, en fait, elle va suivre naturellement. Et je vous jure qu'en tant que développeur, il n'y a personne ici qui va en manquer. Même que d'après moi, vous allez trop en avoir. Vous n'allez même plus savoir quoi en faire. Peut-être pas au début, mais ça va venir, c'est une question de temps. Et quand on est un développeur, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui est hot aujourd'hui? Donc, c'est juste de savoir un peu les tendances d'aujourd'hui, ça nous permet en fait de savoir quelle opportunité qu'on peut saisir. Est-ce que si je vais travailler pour cette compagnie-là, est-ce que ça contribue à atteindre cette tendance-là? Est-ce que ça me met dans une meilleure position ou à l'inverse, c'est une vieille tendance puis ils sont encore avec des vieilles technos, par exemple? Une autre question en fait qu'il faut se poser, c'est qui que je vais rencontrer dans ce projet-là, qui que je vais rencontrer dans cette entreprise-là. Et surtout, en fait, quand vous recherchez un stage, oui, en fait, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on va apprendre, mais c'est important et tout de savoir qui qu'on va rencontrer. Pour faire une analogie, en fait, moi, un des stages que j'ai fait à l'université, c'était dans l'entreprise de Big Data, c'était chez l'entreprise Wanted Technologies. La raison de pourquoi que j'étais allé là-bas, c'était, premièrement, c'est une entreprise qui était cotée en bourse, donc je voulais vivre cet environnement-là. Mais la vraie raison, c'est que je le savais que j'allais être proche de l'équipe exécutive. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été proche du CTO dans cette compagnie-là. Et 5 ans plus tard, le Wanted, 5 ans plus tard, ont vendu pour 50 millions. Et nous, au même moment, on démarrait, en fait, Stats Radio. On démarrait Stats Radio. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai pu le recontacter et je l'ai eu, finalement, je l'ai invité à qu'il soit sur notre board of advisors. Si j'avais pas pris cette décision-là dans le passé, j'aurais jamais pu rencontrer ce gars-là. Et qui, finalement, ce gars-là nous a vraiment aidé beaucoup à franchir les premières milestones dans une startup. Et c'est tout le temps au début, finalement, les premières embûches, puis c'est là qu'on va avoir le maximum de conseils, finalement. Et pour se mettre dans une bonne position, j'en parle depuis tantôt, il faut avoir des connaissances. Puis une façon d'en acquérir, en fait, on peut traiter votre portefeuille de connaissances comme votre portefeuille en bourse. La première idée, c'est d'investir régulièrement. En fait, puis même si c'est des petites périodes, même si c'est des 15 minutes le soir ou un chapitre le matin, l'important, c'est l'habitude que vous en faites, parce que c'est l'habitude qui va créer la somme au final. Ensuite, naturellement, il faut diversifier. Qu'est-ce qu'on connaît? Si vous faites juste apprendre C# ou la suite Microsoft, vous n'allez pas être diversifié. Fait que la journée que cette techno-là ne marche plus ou la journée que ça devient désuet, vous n'allez pas être habile finalement à vous adapter à un nouvel environnement. Naturellement, comme à la bourse, on veut balancer un peu ses risques. Donc, si vous êtes all-in finalement sur une techno,
En fait, ce que je voulais dire sur diversifier, c'est que vous allez être capable de sauter rapidement à la prochaine techno et que sur balancer, en fait, il ne faut pas mettre toutes ses œufs dans le même panier, comme par exemple sur, mettons une techno comme, j'ai pris C# comme exemple, prenez la techno que vous voulez et il ne faut pas tout mettre en ligne là-dessus. Il y a un concept aussi à la bourse qui est comme d'acheter bas puis de vendre haut. C'est une façon de faire de l'argent. Quand on le traduit en termes de connaissances, ce qu'il faut comprendre, c'est essentiellement, ça revient à dire il faut trouver une techno avant tout le monde et l'apprendre avant tout le monde. Par exemple, dans le cas de NextApp, ce qu'on a fait, c'est que la seconde que Facebook ont mis React Native open source, il y a 2 ans, tout de suite, on est sauté sur cette techno-là. Donc là, maintenant, on se met 2 ans plus tard et on a fait plus d'une dizaine de projets avec cette techno-là. Et ça a été vraiment payant pour nous. Aujourd'hui, dans la Ville de Québec, maintenant, on est clairement là, les leaders en React Native dans la Ville de Québec. Et ça a été extrêmement payant pour nous. Donc, c'est une façon de se mettre dans une bonne position aussi. Et une fois de temps en temps, il faut rebalancer ce qu'on sait. Donc, c'est peut-être un moment, des fois, d'abandonner des technos qui clairement ne pognent plus, ou à l'inverse, de se remettre dans des technos qui pognent encore, puis qu'on est juste plus dedans. Donc, quand quelqu'un vient vous voir avec une nouvelle idée, la question qu'on a, c'est tout le temps, qu'est-ce que je fais? Comment que j'ai dit oui? En fait, pas comment j'ai dit oui, mais est-ce que j'ai dit oui ou est-ce que j'ai dit non? Comment je vais-tu de l'avant ou non? Et la première réflexion que des fois on a, c'est bon, encore un autre qui me vient avec une idée. Ou bien, écoute, t'es sûr que ça n'existe pas déjà? Mais ça me fait 50 fois que j'entends parler de ça. Quand quelqu'un vient voir avec une idée, en fait, il y a plusieurs façons de réduire le risque. Et je vais vous en présenter beaucoup. Premièrement que je vais pointer l'évidence, mais en fait, il faut que l'idée résout un problème, premièrement. Et même si ça résout un problème, il faut s'assurer que les clients potentiels, ils veulent régler ce problème-là, finalement. Et ce qui est arrivé, mettons, parce que si vous... une chose que j'ai vue fréquemment dans les startups, c'est qu'on essaie de bâtir une solution cool, qui finalement règle aucun problème. Puis après ça, vu qu'on a développé de quoi, on cherche à finalement allier cette solution-là à un problème qui n'existe pas finalement. Et ça finit que finalement, on ne trouve jamais de clients qui veulent acheter notre solution et que c'est vraiment difficile. Je ne dis pas que bâtir des solutions cool, que c'est impossible de bâtir une entreprise autour de ça. C'est juste vraiment difficile. Puis la preuve, Twitter, ils l'ont réussi là, finalement, entre guillemets. Peut-être qu'ils cherchent encore à devenir profitables, mais ça, c'est un autre problème. Ils ont quand même réussi à aller chercher vraiment massivement des utilisateurs. Ils ne réglaient pas vraiment un problème en particulier dans ce cas-ci. Donc, c'est quand même possible. C'est juste qu'il faut faire finalement attention. Comme nous, en fait, c'est ça qui est arrivé. Quand on voulait partir de NextApp, on avait une solution cool pour les restaurants, puis les restaurants nous disaient tous, un après l'autre, ta solution, elle ne m'aide pas vraiment, elle ne me fait pas plus vendre, elle me fait pas, elle ne corrige aucun problème, je ne vais pas servir le monde plus vite. Fait on passe au prochain, puis finalement, on n'a trouvé aucun client, donc on a juste abandonné l'idée. Sinon, l'idée, elle doit vous allumer. Vous devez être passionné par cette idée-là. Parce que si vous n'êtes pas passionné par cette idée-là, c'est une question de temps avant que vous allez abandonner. Puis là, c'est pas si vous allez abandonner, c'est sûr que vous allez abandonner. Et quand on embarque dans un projet et qu'on n'aime pas l'idée, quand on embarque puis ça dure 5 ans, 10 ans, 10 ans dans un projet que vous n'aimez pas, c'est vraiment long. Là. Et l'idée, en fait, vous devez la comprendre simplement. Et c'est niaiseux ce que je dis, mais il ne faut pas avoir peur de ne pas comprendre l'idée. Quand quelqu'un vient voir avec une idée et vous ne la comprenez pas, ça se peut, là, on ne peut pas comprendre toutes les industries de toute la planète en 5 minutes. Ça arrive. Il y en a plein qui sont venus nous voir, puis que moi, j'ai rien compris, là, puis je ne suis pas plus niaiseux qu'un autre. Là. Et il ne faut pas avoir peur, en fait, de la comprendre. En fait, si on a de la misère à la comprendre, ou si on a de la misère un peu à déceler la vision de la personne en avant de nous, c'est que finalement, c'est un red flag qu'il faut se lever. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller de l'avant avec cette personne-là. C'est juste qu'il faut faire attention parce que peut-être que finalement, le projet, c'est une solution court terme. Ça peut être éphémère. Avant de dire oui, en fait, l'air de rien, quand on s'associe, quand on démarre une entreprise, c'est vraiment une grosse décision. C'est quasiment, on fait souvent l'analogie que c'est un mariage. C'est pas des jokes. Imaginez-vous que vous embarquez dans un road trip avec quelqu'un, puis que vous ne savez pas quand est-ce que ça va finir. Donc, vous êtes mieux de l'aimer, cette personne-là, puis l'idée est mieux, vous êtes mieux de l'aimer, cette idée-là. Donc, un road trip de, par exemple, 5-10 ans, c'est long quand vous n'aimez pas le conducteur. Je vais vous partager, en fait, des cas qui est arrivé chez nous, quand est-ce qu'on a dit oui, quand est-ce qu'on a dit non.
En fait, nous, on a vécu l'incubation de l'entreprise VibeStar. VibeStar, rapidement, c'est une nouvelle façon de distribuer des rabais essentiellement. Ils l'ont fait sous forme de jeu de cartes. Donc, chaque jour, vous recevez un paquet de cartes. Et il y a plusieurs types de cartes, là, des cartes courantes, rares, épiques. Et vous pouvez échanger vos cartes avec des amis, un peu comme des cartes de Pokémon ou des cartes de hockey, là. VibeStar sont venus nous voir avec cette idée-là. Et eux, il y avait le problème, un peu la poule ou l'œuf finalement. Et parce que dans leur cas, il leur fallait des commerçants pour donner des rabais. Et les commerçants ne voulaient pas embarquer parce qu'il n'y avait pas d'utilisateurs. Mais là, les utilisateurs ne voulaient pas embarquer parce qu'il n'y a personne qui donne des rabais. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'ils sont venus nous voir avec ce beau défi-là. Et puis au début, naturellement, ils nous disaient, hey, OK, est-ce qu'on se part ensemble, on partage les risques? Puis on dirait, OK, attends un peu, là. Je ne sais même pas si ton idée marche, puis je ne sais pas si je veux me mettre dans cette position-là. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a retardé les risques. Donc, en fait, la solution qu'on leur a proposée, c'est qu'on leur a dit, premièrement, les premiers commerçants, ils ne paieront pas pour votre plateforme. Donc, ça va enlever l'espèce de barrière psychologique ou toutes les barrières à l'entrée pour trouver des commerçants. Donc, il n'y a aucun commerçant qui se dit, moi, avoir de la pub gratuite puis pas avoir d'efforts à mettre, non, ça ne m'intéresse pas, là. Ils ont nécessairement tout embarqué. Donc, ils ont trouvé une cinquantaine de commerçants en très peu de temps. Et finalement, ces commerçants-là, c'était des ambassadeurs de VibeStar. C'est eux qui parlaient de VibeStar. C'est eux quasiment qui vendaient pour eux. Et nous, de notre côté, ce qu'on leur a dit, c'est on va faire une première version, on va faire une espèce de façade de votre app mobile et ça va vous permettre d'avoir vraiment le minimum de fonctionnalités pour la mettre sur les stores et on va la mettre sur les stores. Et ça va permettre en fait aux commerçants de pouvoir l'utiliser et d'avoir des utilisateurs. Ce qui est arrivé, c'est qu'un an plus tard, VibeStar, ils ont, avec principalement comme du bouche à oreille, on dit très peu de marketing ou du marketing moins coûteux, ils ont acquis environ, de mémoire, c'était 25 000 utilisateurs. Ils avaient distribué 6 millions de rabais déjà. Donc, ça a comme un peu convaincu, en fait, ça a comme confirmé un peu qu'il y a de l'attraction finalement sur leur marché. Et en fait, ce qui est arrivé dans le cas de VibeStar, c'est qu'on le savait qu'ils voulaient déjà bâtir leur propre équipe de développement logiciel. Mais initialement, c'est des jeunes d'environ 20 ans. Et ça, c'est des gars en marketing. Ils n'ont aucune idée de c'est quoi des développeurs. Ils savent c'est quoi des développeurs, mais ils n'ont aucune idée de c'est quoi du développement logiciel. Puis c'est quand même complexe de gérer du développement logiciel, surtout quand on n'est pas dedans. Donc, en fait, avec le temps, ce qui est arrivé, c'est qu'on les a propulsés à avoir leur propre équipe. Donc, dans le dernier trimestre, ils ont réussi à rebâtir l'app eux-mêmes et ils ont même refait une release eux-mêmes dans le store récemment. Et maintenant, aujourd'hui, la business roule, elle roule tout seul, puis on n'a plus besoin d'être dans le décor. Donc, donc en retardant la décision, en fait, on a pu voir plus clair sur qu'est-ce qu'elle allait en venir avec VibeStar. Dans le cas de Stats Radio, en fait, c'était un peu un scénario inverse. Les gars sont venus nous voir avec un prototype WordPress qu'ils ont fait peut-être en une soirée ou en 2 soirs. Là, je ne sais pas combien de bières qu'ils avaient pris. Là. Et ce qu'on a fait avec ce prototype-là, en fait, on voulait valider le marché. C'était ça notre première inquiétude. Et on le savait que les statistiques ils sortaient aux 6 mois. Donc, en bâtissant un premier prototype, on a accumulé des statistiques pendant un certain temps. Et on a attendu la veille que Numéris sorte leurs statistiques et on a sorti toutes les tendances du marché juste avant eux autres. Donc, ça a fait vraiment jaser là, dans l'industrie. Et c'est une façon, en fait, qu'il y a plusieurs groupes de stations qui sont venus nous voir. On a réussi à signer des groupes de stations. On avait peut-être signé environ 30 clients, puis on n'avait pas codé encore une ligne de code. Là. Et ce qui est arrivé aussi, c'est qu'on a reçu des belles menaces d'avocats qui nous recommandaient fortement d'arrêter, en fait, ce qu'on faisait. Donc, quand vous commencez à faire peur aux gens, moi, mon père, il freakait. Moi, à l'inverse, ça me craquait, parce que ça faisait juste confirmer qu'on était sur la bonne voie. Et d'un autre côté, ça nous a permis de voir que les entrepreneurs avec qui on allait faire affaire, c'était des gars sérieux. D'être capable de vendre une application avant même d'avoir codé une ligne de code. Quand vous mettez les choses en parallèle, imaginez que vous avez 2 idées. Il y en a un qui c'est une start-up que le gars il a eu dans sa douche un matin et l'autre qui a 30 clients signés, mais il faut juste développer l'application puis il faut le permettre de livrer dans tant de temps. Il y a un scénario qui est beaucoup plus motivant que l'autre. Donc, c'est une façon, en fait, de réduire le risque. On est capable de valider les idées toujours plus rapidement. On n'est pas obligé de coder pendant 6 mois et d'espérer d'avoir des clients.
Et ce qui est arrivé dans le fond dans Stats Radio, c'est qu'on a en fait après qu'on ait sorti les tendances, on a bâti en fait la plateforme, on a acquis 20% du marché québécois, on a complété une première ronde de financement, on avait vraiment le vent d'un voile. Et quand on allait voir nos clients dans le passé, tout le monde nous disait que c'était impossible d'avoir les statistiques en temps réel. Maintenant, on a converti tous les sceptiques finalement. Et je vous dirais que dans le fond, notre prochaine étape, ça va être beaucoup dans le fond de bâtir une espèce d'agence numérique pour vraiment combattre parfaitement contre les Google et les Facebook de ce monde. Parce que maintenant qu'on a toutes les statistiques et qu'on va avoir toutes les campagnes publicitaires, en fait, de faire des recommandations pour vendre plus quand tu es un annonceur, d'optimiser sont où les réelles performances ou d'augmenter les ventes pour les stations de radio, etc. Ça va être des défis qu'on va vivre finalement avec toutes ces données-là. On a un autre scénario qui est en train d'arriver cet automne. C'est un projet qui s'appelle Unapia. C'est un projet dans le monde de la construction. Dans ce cas-ci, c'est un consultant qui est en génie conseil. Il travaille avec plusieurs compagnies de construction et je vous dirais qu'il voit à peu près tous les problèmes possibles dans le monde de la construction. Et même que, en fait, quand je parle, il a de l'air à capoter là, au nombre de problèmes qu'il y a. Tu sais, par exemple, un problème qu'il y a en construction, là, c'est les gars, parfois ils font des heures supplémentaires, ils ne facturent pas. Tu sais, ils font amener de la machinerie à 400$ de l'heure, ils passent une demi-heure dans un trou puis ils se disent que c'est bien correct. Mais quand vous passez une demi-heure avec une machine à 400$, l'heure de rien, c'est 200$. Mais faites ça 700 fois dans une année, fois un nombre d'employés, c'est des millions de pertes là, finalement qu'on est en train de perdre. Donc, dans le cas d'Unapia, où ce qu'on est rendu, en fait, c'est que là, on le sait, il y en a un problème, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, la vraie difficulté, c'est qu'est-ce qu'on bâtit comme solution? Il faut avoir une bonne solution. Il faut que le monde l'achète, cette solution-là. Donc, ce qu'on veut faire, en fait, c'est de valider l'idée. Donc, on veut répéter un peu qu'est-ce qu'on a fait comme avec Stats Radio, c'est d'aller chercher des promesses d'achat. Et comment on fait aller chercher des promesses d'achat? C'est qu'on va bâtir ce qu'on appelle un storyboard qu'on va obtenir par le design sprint. Et je vais vous expliquer c'est quoi un storyboard, mais restez avec moi 30 secondes, il faut que je vous conte la fin de cette histoire-là. Ben, en fait, il n'y a pas de fin encore cette histoire-là parce que c'est encore tôt. On est encore en train de redéfinir notre MVP à chaque jour, à chaque semaine, parce qu'on n'est pas capable d'obtenir encore notre premier client. Et somme toute, ce qu'on veut faire, c'est d'avoir notre première promesse d'achat avant de coder notre première ligne de code. Donc, on ne veut pas coder pendant 6 mois et espérer avoir des clients. On veut l'inverse. On veut avoir des clients en premier. Après ça, on va coder de quoi. Donc, comment on va réussir à convaincre ces clients-là? Ben, c'est là qu'en fait, notre tentative, en fait, c'est avec le storyboard. Mais comment on obtient le storyboard? C'est en faisant un design sprint. Le design sprint, c'est des employés chez Google qui ont décidé de bâtir des prototypes en 4 jours. Il y a des modèles sur 5 jours aussi, peu importe. En fait, ce que ça ressemble à un design sprint, c'est qu'on veut régler un problème en 5 jours. Donc, vous mettez du monde dans une salle et vous essayez de savoir c'est quoi le problème, vous essayez de savoir c'est qui vit ce problème-là, et vous essayez de résoudre environ... en fait, vous essayez de trouver toutes les façons possibles de résoudre ce problème-là. Puis la solution n'est pas tout le temps technologique, là, au passage. Et quand que vous avez trouvé quelques solutions, on veut les schématiser et on veut bâtir un espèce de storyboard qu'on va aller valider avec le client. Un storyboard, ça va ressembler parfois à ça. Ça peut être carrément sur un tableau, ça peut être sur un napkin s'il faut, ou vous pouvez avoir de l'air plus professionnel avec un PDF. Tu sais, ça revient à dire, dans le fond, tu vas voir la personne, puis tu sais, il dit, si je t'arrive avec un app qui fait ça, est-ce que tu me l'achètes? Puis si le gars, il vous dit oui, mais tu dis, ben moi, mets-moi là par écrit, fais-moi une promesse d'achat, puis dans 3 mois ou dans 6 mois, je t'arrive avec la solution. Et en faisant ça, ça va permettre de valider plusieurs choses, en fait. Bien, premièrement, s'il y a un problème, si le gars vous dit non, ça ne règle absolument rien, donc ça s'arrête là, votre questionnement. Mais en fait, ça va valider aussi à quel point c'est un problème. Parce qu'il y en a qui sont conscients qu'il y a un problème, mais ils ne veulent pas toujours le régler. J'ai déjà fait des ateliers de Lean Startup où on avait parlé puis nous, on voulait régler, dans le fond, les problèmes que les parents, on dit qu'ils ont des problèmes, on dit d'horaire, entre guillemets. Ils ont 3 enfants, ils veulent passer du temps avec leur famille, ils veulent travailler, ils veulent faire du sport, puis ils veulent tout faire en même temps. Puis ils ont comme des problèmes d'horaire. Et puis là, naturellement, la solution, c'est pas tout le temps, hey, moi, je vais te faire un app qui optimise toute ta journée puis qui peut comme synchroniser tout ça. C'est pas ça la solution, parce que quand tu leur parles, c'est le même constat pour tout le monde. Ils nous ont tous dit, un après l'autre, ben ouais, j'ai des problèmes d'horaire, mais je m'en fous. Au quotidien, on se débrouille, puis finalement, on aime bien ça pareil. Fait que
il n'y a juste pas de solution technologique autour de ça. Donc, c'est une façon de confirmer qu'il y a un problème sur le marché. Pendant que vous allez voir vos clients potentiels, quand vous arrivez avec un storyboard, au début, ne parlez pas de votre solution. Demandez-leur à la place, justement, parle-moi donc de tes problèmes, raconte-moi une histoire, comment que ça marche, qu'est-ce que tu vis, etc. Ce qui va arriver, c'est que si lui vous parle des problèmes, puis qu'il arrive à la même solution que vous autres, c'est que vous avez réussi, en fait. Parce que, dans le fond, si lui a eu le même réflexe que vous à pivoter à trouver, dans le fond, votre solution, c'est que, probablement, tous ses collègues ou ses 8 millions d'autres personnes dans la même industrie que lui, ils vont avoir le même réflexe que lui, probablement. À l'inverse, si y a une solution qui est complètement inverse à vous ou que personne n'arrive jamais à votre solution, là, vous avez une décision à prendre, à savoir soit vous abandonnez votre idée ou la plupart du monde, dans le fond, c'est non, il y a un problème, faut pivoter notre idée, il faut voir qu'est-ce qu'on fait d'autre. C'est juste que notre approche n'est pas bonne. Il ne faut pas être en amour avec notre idée, il faut juste la pivoter. Mais par contre, il faut faire attention. Et là, je veux mettre un bémol là-dessus, c'est quand vous allez voir vos clients potentiels, vous leur demandez de raconter leur histoire. Ce qui va arriver, c'est que les gens ils vont être polis avec vous. Okay? Ça sonne niaiseux, là, mais l'être humain, de par sa nature, il veut aider son prochain. Donc, les clients, ils vont vouloir vous dire qu'est-ce que vous voulez entendre, dans le fond. Fait qu'il faut pas... en fait, ce que je veux dire, c'est ils vont vous dire qu'est-ce que vous voulez entendre. Donc, si, par exemple, le client, il vous dit, c'est une bonne idée, qu'est-ce que tu as? Moi, je ne l'achèterai pas, mais je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont l'acheter. Là, vous devez vous reculer et vous dire, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a personne qui va l'acheter. Donc, il ne faut pas tout le temps écouter ce qu'ils nous disent. En fait, et si, même là, si ces personnes-là, ils savent que vous êtes comme en train de les interroger, ils vont être très biaisés dans qu'est-ce qu'ils vont vous dire, et ils vont être finalement influencés à vous dire qu'est-ce que vous voulez entendre. Donc, c'est super dangereux de se mettre dans cette position-là. Le genre de personne qu'on veut aller voir, quand on lance une idée, on veut tout le temps, on veut tout le temps la vendre à tout le monde puis devenir global tout de suite au début puis faire beaucoup d'argent. Mais la majorité du temps, c'est que ça ne marche pas, cette façon de faire-là. Quand on démarre une entreprise, on veut aller voir ce qu'on appelle les early adopters. Souvent, ces personnes-là, c'est le genre de personnes, c'est souvent comme les plus crinqués, c'est ceux qui sont tout le temps en train d'essayer les nouvelles affaires, les nouvelles technos, les nouveaux gadgets, puis ils en parlent tout le temps à tout le monde parce qu'ils trippent trop sur ces concepts-là. Donc, il faut être capable de voir c'est qui ces early adopters-là, et c'est à eux qu'on veut aller voir, dans le fond, avec ces prototypes qu'on est en train de créer. Ce qui va arriver, c'est que ces personnes-là vont devenir des ambassadeurs. S'ils vont de l'avant avec votre idée, ils vont devenir des ambassadeurs pour vous. Donc, ils vont parler de vous à tout le monde, justement, et ils vont vendre pour vous. C'est aussi ces personnes-là qui vont vous aider à bâtir votre solution. Ils vont confirmer les besoins, ils vont vous aider à dire « Pour vrai, ça devrait tellement faire ça de même, c'est ça la réalité, c'est comme ça qu'on le vit », puis ils vont vous aider à bâtir ça. Et un autre... Et c'est vraiment, en fait, c'est tough quand même d'aller voir les early adopters parce que souvent, quand on a une idée, on se projette toujours dans le futur. On est toujours, dans 3 mois, on va être ça, dans 1 an, on va être comme ça, dans 3 ans, on va être rendu là, on veut comme déjà tout faire l'application. Et c'est vraiment dangereux au début. Parce qu'il faut réussir, dans le fond, à couper le plus de fonctionnalités possible. Il faut se rendre plus tôt, le plus vite à des premiers clients pour atteindre les premiers milestones. Parce que veut pas une entreprise, surtout au démarrage, c'est une course contre la montre. Donc, on ne veut pas manquer d'argent. C'est ce qui tue la plupart des startups. Donc, si on ne veut pas manquer d'argent, on ne peut pas coder pendant 6 mois, surtout si vous allez engager des employés au début. C'est une assurance que vous allez manquer d'argent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est couper le plus possible et lancer notre produit, même s'il n'est pas parfait. Et tous ces concepts-là, en fait, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, naturellement. C'est tous des concepts en arrière du concept de Lean Startup. L'idée, c'est de partir votre entreprise le plus vite possible et d'invalider vos hypothèses le plus vite possible. Comme je vous répète un peu depuis tantôt, on veut valider nos idées le plus vite possible pour confirmer qu'on développe la bonne chose. Si la fameuse phrase « Build it and they will come », ça n'arrive pas. Là. Si vous codez pendant 6 mois puis vous n'avez pas encore de clients, je ne dis pas que vous n'allez pas réussir, mais j'ai hâte de voir où est-ce que vous allez en venir avec ça. Et les idées, ça se valide vite, mais je suis un peu dans la même position que vous. Moi, je suis tout le temps le tech guy dans une compagnie. Je suis le gars technique. Et un conseil que je peux vous suggérer,
et vous en faites qu'est-ce que vous voulez. Mais moi, je suggère souvent à des développeurs un peu comme nous de juste s'associer avec un entrepreneur. Mais on veut tout le temps s'associer avec un bon entrepreneur. Donc, il faut que ce soit quelqu'un qui clairement connaît l'industrie et il faut que ce soit un bon vendeur. Moi, quand je vois des personnes qui viennent avec une idée, mais ils me disent, moi, je suis pas capable de vendre ton application tant que tu ne me l'as pas faite. Puis là, il faudrait que je passe 3 mois, 6 mois à la bâtir, puis après ça, ils commencent à vendre. Pour moi, c'est que c'est pas un bon vendeur. Et c'est un autre red flag que je lève, qui me dit que finalement, moi, je veux m'assurer que le projet va marcher. Je peux pas être le seul qui travaille. Il faut que toi aussi, tu travailles. Et je veux m'assurer que le projet marche, parce que si on est dans les premiers d'un projet qui marche, comme je vous disais tantôt, vous allez me mettre finalement dans une bonne position pour connaître du succès. Donc, au final, en fait, je ne peux pas vous dire comment déceler les bonnes opportunités, mais je peux vous dire, en fait, comment clairement éviter les mauvaises opportunités. Et les mauvais projets, honnêtement, ça se voit rapidement. Mais même si on ne le voit pas initialement, ça se valide rapidement. On ne passe pas 6 mois à bâtir une application. Ça peut se valider des fois en l'espace de quelques jours, ou même à une fin de semaine, ou peut-être en une semaine, ou à la limite quelques semaines s'il faut. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est de réduire le risque. Puis on n'est pas obligé de dire oui la première journée. On peut prendre du temps, on peut retarder notre décision. On n'est pas obligé de s'associer la première journée. On peut s'associer plus tard dans l'entreprise qu'on le sait qui va être rentable. Parce qu'essentiellement, ce qu'on veut, c'est toujours de se mettre dans une bonne position. On veut toujours finalement avoir... on veut prendre notre décision moins sur notre intuition et plus sur des données. Parce que je ne sais pas combien de personnes qui m'ont dit, je te dis, mon idée, c'est sûr que ça marche. Bien, moi, c'est sûr que ça marche, ça me dit pas, ça me valide absolument rien. Par contre, on n'est pas toujours obligé de partir des business. Là. Je sais qu'on n'est pas tous des entrepreneurs dans la vie. Si on regarde les statistiques, c'est environ 1% des gens qui vont être des entrepreneurs. Ce qui arrive, c'est qu'il y a un concept qui s'est popularisé, en fait, c'est le concept d'intrapreneur. Ça, en fait, si on peut le traduire un peu qu'un intrapreneur, dans le fond, c'est quelqu'un qui rentre dans l'entreprise, qui prend un projet et qui va le traiter comme si c'était lui le PDG de ce projet-là. Fait qu'il va tout prendre les décisions comme si c'était lui le PDG. Donc, il va souhaiter en fait se mettre dans une bonne position dans ses projets. Et en fait, c'est le genre de personne aussi qui va quand même continuellement apprendre. Il va toujours être capable de prendre des meilleures décisions parce qu'il en connaît plus que les autres et il va devenir essentiel dans les projets qui touchent. Si vous êtes dans les premiers dans un projet qui finalement connaît du succès, c'est comme ça que vous allez être récompensé finalement. C'est comme ça que vous allez finir avec trop d'argent, comme je vous disais tantôt. Donc, si vous avez... si vous avez aimé ça aujourd'hui, ou si tout simplement vous avez des idées, l'air de rien, on est toujours ouvert à en parler. Moi, j'aime vraiment ça parler avec... j'aime vraiment ça parler en règle générale, mais j'aime ça parler avec des futurs entrepreneurs ou du monde crinqué finalement. Donc, chez nous, en fait, on a 4 fûts de bière, si vous voulez, dans nos bureaux. Une bière, ça vous engage à rien. Je vais être aussi disponible aujourd'hui. Je risque de rester une bonne partie de la journée. Je peux aussi parler avec vous. Et merci beaucoup de votre attention et je vais rester pour les questions aussi par la suite.